Aujourd'hui, on considère qu'un tracteur de 100 chevaux, dans la pratique, remplace 100 hommes. Et ça, c'est ce qui a permis de tripler la production malgré la diminution du nombre d'agriculteurs. Et la taille de l'exploitation, selon les régions, et là où c'était possible, a cru dans les mêmes proportions de la diminution du nombre d'agriculteurs. C'est donc le bilan que l'on fait de l'utilisation de l'énergie nouvelle, qu'elle vienne sous forme d'électricité ou sous forme de pétrole. Jusqu'en 1946 ou 7, l'agriculture et la production de maïs n'avaient pas changé dans notre région. Puis est arrivé, après la guerre, le plan Marshall. Les Américains nous ont donné de l'argent et surtout nous ont demandé d'aller voir ce qu'ils faisaient. Deux choses ont été notées par les Européens qui sont allés chez eux, c'est la mécanisation qui avait pris un élan extraordinaire, et puis une plante miracle qui était un maïs, et qui, alors que nous faisions, nous, 15 quintaux à l'hectare, faisait déjà 50 et 60 chez eux. Alors avec le maïs hybride, ce qui est arrivé, c'est une possibilité de développement et d'application de nouvelles techniques. C'est la plante qui a permis tout d'un coup de passer d'une ère de l'attraction animale à une ère de la mécanisation, de passer d'une ère des lignées locales de semences à des semences hybrides, d'approfondir aussi la façon de fertiliser. Par exemple, on a développé à ce moment-là les analyses de terre pour apporter au sol ce qui lui manquait. Et nous avons une multiplication par 20 ou 30 de la production française de maïs. À travers le maïs hybride, on est rentré dans l'économie d'échange. Pour payer la semence et les engrais nécessaires à cette culture, il ne fallait plus auto-consommer et il fallait vendre. Et dans le même temps, comme c'est, je l'ai dit tout à l'heure, une plante miracle, elle a beaucoup d'autres utilisations. Et on en fait par exemple de l'amidon, on en fait aussi du carburant sous forme d'éthanol. Donc toutes ces utilisations ont fait que le maïs a pu se développer et trouver des débouchés valorisants dans notre pays, bien sûr, mais aussi à travers le monde. À partir de là, aujourd'hui, l'agriculture et les agriculteurs vivent un peu moins en autarcie et en vase clos que n'ont vécu nos parents. Que ce soit sur le marché, donc par rapport à l'aspect économique, que ce soit donc dans le lien social aussi, dans une vie un peu plus privée. Aujourd'hui, nous avons des marchés qui doivent allier du circuit court avec du circuit long, de la vente directe avec de la vente par le biais d'intermédiaires et de l'approvisionnement donc local en même temps que de l'approvisionnement plus lointain dans des pays qui ont gagné en pouvoir d'achat. Je pense à la Chine, je pense à l'Inde. Là, nous sommes aujourd'hui dans des considérations donc, qui sont nouvelles par rapport à un métier et qui correspondent totalement et de façon très comparable à n'importe quel autre chef d'entreprise quand il s'agit donc de gérer son temps de travail, de gérer la répartition donc des tâches, de gérer ensuite une vie familiale, une vie privée. Ça, c'est effectivement un élément nouveau dans la façon d'appréhender le métier. Et c'est, je pense, un élément qui s'inscrit aujourd'hui dans l'aspiration de tout actif dans nos sociétés.